Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous avons inventé un fantôme, et maintenant, il nous tue. Jenna Hastings était en 2e année à Stonebrook, et elle a disparu la veille du réveillon de Noël. La dernière fois que quelqu'un l'a vue, elle quittait le centre commercial, des sacs de cadeaux de Noël de dernière minute dans les mains, et traversait le parking en direction du fast-food au coin de la rue. À l'époque, nous étions déjà partis pour les vacances, et ce n'est que quelques jours après Noël que l'affaire a pris suffisamment d'ampleur pour que la nouvelle nous parvienne au compte-gouttes. Je me souviens que nous étions tous assis dans mon grenier, jouant au Monopoly, parce que nous en avions assez d'être dehors dans le froid. Charlotte venait d'arriver et nous parlait de Jenna. Au début, c'était un peu troublant et intéressant, mais c'était tout. Jenna avait 3 ans de plus que nous, ce qui, à 12 ans, aurait pu représenter 30 ans. Et bien que nous ayons tous une vague idée de qui elle était, nous n'avions pas une idée claire d'elle en tant que personne. Elle était plutôt un point d'intérêt ou un exemple à suivre. C'est alors que Thomas décida d'en faire une blague. Charlotte avait fini de raconter ce qu'elle avait entendu de la conversation téléphonique de sa mère, et nous étions sur le point de reprendre le jeu quand Thomas a lancé « Peut-être que le professeur l'a eu ». Nous nous sommes tous figés et l'avons regardé avec stupéfaction. Son sourire fier a commencé à s'effacer, et Karim lui a donné un coup de poing dans le bras pour finir le travail. « Idiot !» dit-il avec un air renfrogné. « Ce n'est pas drôle et c'est idiot. Le professeur a été inventé, tu le sais bien, » a dit Karim. Nous étions tous en train d'acquiescer, et même à ce moment-là, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Nous avions tous 12 ou 13 ans, et aucun d'entre nous n'était connu pour être trop sensible ou avoir peu d'humour noir. Mais nous partagions tous une sorte d'intensité désespérée à ce moment-là. Un besoin non seulement de réprimander ce que Thomas avait dit, mais aussi de le nier. J'ai pensé à nous, assis dans ce grenier, le grondant tandis qu'il devenait triste et maussade. Je n'aimais pas qu'on lui crie dessus, mais il ne se défendait pas comme il le ferait d'habitude. C'était comme s'il savait autant que nous qu'il avait fait une erreur de mauvais goût. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai su que nous avions commencé à croire au professeur. La semaine suivante, nous étions de retour à l'école, et nous avions soigneusement évité toute mention du professeur entre nous pendant les vacances, peut-être dans une tentative inconsciente de tuer l'idée avant qu'elle ne s'enracine plus profondément. Mais nos espoirs que le reste de l'école ait oublié nos histoires pendant les vacances ont été anéantis dès que nous sommes descendus du bus le premier matin de notre retour. 2 des concierges de l'école venaient d'installer un nettoyeur à pression pour décaper la peinture de l'allée en béton située à quelques mètres de l'aire de stationnement des bus. Ils avaient déjà commencé à pulvériser, mais nous pouvions encore voir les mots vert fluo qui s'étalaient sur le sol comme une marque. « Le professeur l'a eu. Qui est le prochain ?» Nous avons appris plus tard que l'acte de vandalisme venait d'être découvert une demi-heure avant l'arrivée des bus et qu'il avait été enlevé dans l'après-midi, mais le mal était déjà fait. L'école était en proie à la peur et à la spéculation, et le monde entier avait commencé à s'en rendre compte. Lors d'un changement de classe, nous avons vu 2 policiers prendre des photos du message partiellement effacé. Après le déjeuner, nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient toujours là et qu'ils interrogeaient plusieurs membres du personnel à ce sujet. La raison était évidente pour tout le monde. Ils pensaient qu'il pouvait y avoir un lien entre la disparition de Jenna, ou, à tout le moins, ils voulaient couvrir toutes les bases pour être sûrs. Quoi qu'il en soit, cette enquête n'a fait que confirmer l'existence du professeur aux yeux de la plupart des élèves. En l'espace d'une semaine, nous avons tous entendu de nouvelles histoires sur l'école et le professeur, parfois racontées par les mêmes personnes que celles à qui nous avions déjà raconté les premières histoires. Nous commencions à nous sentir coupables de la disparition de Jenna Hastings. Les premiers jours, nous avons essayé d'en rire ou de l'ignorer, et nous n'en avons pas beaucoup parlé entre nous. Mais nous étions tous tendus.
cela devenait rapidement quelque chose dont nous ne nous contentions pas de ne pas parler, mais dont nous évitions activement de parler. C'est alors qu'il s'est produit deux choses qui ont tout changé. Tout d'abord, la 3e semaine de janvier, Jenna Hastings a été retrouvée. Elle s'était enfuie avec un garçon de la ville voisine qu'elle fréquentait secrètement depuis plus d'1 an. C'était un garçon plus âgé qui lui avait promis de l'emmener loin des corvées du lycée et de ses parents autoritaires, et qu'il avait finalement laissé dans un restaurant de hamburgers à 2 kilomètres de là, pas très différent de celui où il était allé la chercher la veille de Noël. La ville a poussé un soupir de soulagement collectif, et personne n'était plus heureux que nous qu'elle ait été retrouvée. Nous avons commencé à plaisanter sur la stupidité des gens qui croyaient au professeur, sur le fait que tout cela était ridicule. Nous nous asseyions dans notre cachette souterraine, prenant un air supérieur et fier de voir que tout le monde en était venu à croire en quelque chose que nous avions inventé. Mais les plaisanteries et les rires n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'avant. À présent, nous avions l'impression de siffler en marchant dans un cimetière, notre humour forcé et notre bravade ayant pour but de tenir les choses sombres à distance. Au cours des 2 mois qui ont suivi, les discussions sur le professeur se sont calmées après les graffitis. Mais elles n'ont jamais vraiment disparu. Et la dernière semaine d'école de cette année-là, nous avions fini par accepter que pour le meilleur ou pour le pire, nous avions créé une nouvelle légende pour l'école et pour la ville. Je dis pour la ville parce qu'il y a eu un article de journal sur le professeur environ 2 semaines après la découverte de Jenna Hastings. Il s'agissait d'un article de fond dans le journal local, qui essayait de tirer parti du drame de la jeune fille disparue qui avait été retrouvée sans dire explicitement son nom. Mais il était indéniable qu'il s'agissait du fantôme de l'enseignant, dont les habitants avaient commencé à parler au cours des derniers mois, mais il résumait mal certaines des histoires. Quelques-uns de nos parents nous ont demandé si nous avions entendu parler de cette histoire de fantôme à l'école, et nous avons tous nié catégoriquement. Nous étions prêts à tourner la page. C'est alors qu'Estelle Marx, ou Estelle Trace de Merde, comme l'appelaient fréquemment ses cruels camarades, a commis l'erreur de s'en prendre à Charlotte à l'école. Estelle était une jeune fille corpulente et mal proportionnée, ce qui, combiné à une faible intelligence et un tempérament terrible, la faisait passer fréquemment du statut de victime pitoyable à celui de brute impitoyable, selon l'environnement dans lequel elle évoluait. Vu de l'extérieur, c'était comme assister à une sorte d'expérience de causalité sociale. On s'en prenait à elle, elle devenait blessée et en colère, et elle se défoulait sur des élèves plus jeunes et plus modestes. Notre groupe avait rarement des problèmes d'intimidation, en partie parce que nous nous serrions les coudes et restions entre nous, et en partie parce que Thomas et Karim se faisaient un plaisir de casser la gueule à ceux qui essayaient de tenter quelque chose. Estelle avait essayé de tester les choses à quelques reprises dans le passé, quand Charlotte était seule. Charlotte qui était petite, belle, délicate, et que les garçons remarquaient déjà malgré ses efforts pour s'effacer. Je pense que nous savions tous qu'Estelle avait eu la vie plus dure que Charlotte, et c'est en partie pour cela qu'elle n'avait jamais reçu plus qu'un avertissement de Karim lorsqu'elle avait essayé de dire des choses méchantes à Charlotte dans le passé. Mais la dernière semaine d'école, les cours d'éducation physique étaient tous consacrés à une combinaison de relais sur le terrain et de balles aux prisonniers, et Estelle n'a pas pu résister. Moi-même, Karim et Charlotte étions tous dans la même partie de balles aux prisonniers ce jour-là, et nous en étions au 2e tour. La balle aux prisonniers risque toujours de se transformer en une foire d'empoigne brutale, mais la professeure, Madame Perkins, fait du bon travail pour garder ses classes d'éducation physique dans le droit chemin. Personne n'avait été blessé et tout le monde s'amusait bien jusqu'à présent. Quand Estelle a reçu le ballon au 2e tour, elle s'est dirigée directement vers Charlotte. D'après les règles, elle n'était pas censée dépasser la moitié du terrain de basket de son équipe pour effectuer son lancer, et le premier lancer, elle ne l'a pas fait. La balle en caoutchouc a heurté le bas du dos de Charlotte, la surprenant plus qu'elle ne l'a blessée, je pense, mais c'était suffisant pour la déséquilibrer et l'envoyer au sol. Pour Estelle, c'était comme voir une gazelle tomber. Elle ramassa une autre balle tout en fonçant sur Charlotte.
attendant d'être au-dessus d'elle pour la lancer violemment sur son visage retourné. Charlotte poussa un cri et Madame Perkins se mit à courir, à siffler et à hurler pour qu'Estelle recule. Elle a commencé à marmonner une excuse bidon, en disant que c'était un accident. Mais le sourire sur son visage indiquait qu'elle savait qu'elle était prise et qu'elle s'en fichait. Karim et moi, nous sommes précipités vers Charlotte, qui était assise mais avait une grosse plaie rouge qui commençait à monter sur le côté gauche de son visage, et son œil n'arrêtait pas de couler de l'eau. Quand elle nous a vus, elle s'est mise à pleurer. Je me suis penché pour la serrer dans mes bras. Derrière moi, j'entendais Karim parler à Estelle. « Tu as merdé, trace de merde, on va t'attraper pour ça », lui a-t-il dit. Normalement, Madame Perkins aurait sauté sur Karim pour un langage et une menace de ce genre, mais je pense qu'elle avait à moitié envie de frapper Estelle elle-même. Elle a donc dit à Estelle d'aller immédiatement dans le bureau du principal et qu'elle viendrait dans une minute. Elle s'est ensuite retournée vers Charlotte, que j'avais aidée à se lever. Perkins lui demandait si elle allait bien, si elle avait besoin d'aller voir l'infirmière, quand nous avons commencé à entendre Estelle crier. Il a fallu un moment pour que quelqu'un trouve Estelle, car le son de ses cris semblait se répercuter dans le hall d'une classe lointaine et dans le gymnase. Perkins et un directeur adjoint qui a quitté l'école à la fin de l'année ont finalement réalisé qu'elle criait derrière la porte métallique verrouillée qui menait aux salles inférieures, situées sous le hall. Ils ont tâtonné jusqu'à ce qu'ils trouvent la clé, et lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont vu Estelle étendue au bas des escaliers dans un tas de cris. Sa jambe droite était cassée, ce qui pouvait s'expliquer par une mauvaise chute sur les marches en béton. Mais ce qui était plus étrange, c'étaient les os de ses mains, qui avaient été broyés. Ils étaient tellement endommagés qu'elle ne pourrait plus jamais se servir de ses mains, des mains avec lesquelles elle avait lancé la balle au prisonnier. Et elle a finalement dû être amputée après plusieurs opérations chirurgicales infructueuses visant à rétablir la circulation sanguine. Il n'a échappé à personne que tout cela s'était produit juste après qu'elle ait blessé Charlotte. De plus, il y avait le fait étrange qu'Estelle avait réussi à franchir une porte fermée à clé avant de tomber. Mais tout cela était secondaire par rapport à la chose la plus importante qui rendait tout le monde à l'école certain de ce qui avait causé les blessures d'Estelle. C'était Estelle elle-même. Bien qu'elle ne soit jamais retournée à l'école de Stonebrook et que nous n'ayons jamais entendu quelqu'un lui en parler plus tard, près d'une centaine de personnes l'avaient entendue crier dans l'obscurité. Ces personnes ont entendu ce qu'elle a dit avant que ses cris de douleur et de terreur ne se réduisent à un gémissement d'animal vacillant. Et toutes ces personnes étaient catégoriques. Ce qu'elle criait, c'était « Non, professeur, non, arrêtez, professeur !»